Ces lettres reflètent beaucoup l'esprit d'une mère, une personne à laquelle nous pouvons tous nous identifier lorsqu'elle évoque les bêtises de ses enfants à l'école. On la surnommait la princesse du peuple. Mais derrière les murs du palais, Diana était une mère vivant dans la peur. Une lettre secrète, découverte après 25 ans, révèle ses craintes les plus profondes pour l'avenir du prince William. Écrite d'une main tremblante, les larmes aux yeux, elle contenait des avertissements glaçants que la famille royale s'était forcée de faire taire, que voulait désespérément que Diana transmette à son fils avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agissait de lettres personnelles. Les lots vedettes étaient ces lettres personnelles de Diana, princesse de Galles, à William. Pourquoi la couronne a-t-elle tant œuvré pour que cette lettre reste secrète? Rejoignez-nous pour découvrir la lettre cachée de la princesse Diana à William qui a stupéfié le monde. Les lettres secrètes. Dans un coin discret d'une maison de vente aux enchères londoniennes très fréquentées, un événement incroyable s'est produit en juillet 2004. Pas de grandes annonces, pas de gros titres, juste une simple mention dans un catalogue qui allait bientôt changer la façon dont le monde se souvenait de la princesse Diana. L'annonce décrivait des lettres manuscrites de Diana elle-même, et non celles rédigées et vérifiées avec soin par le personnel royal. Il s'agissait de notes personnelles que Diana avait écrites à la main à une personne chère nommée Violet Collison. Violet n'était pas une personne comme les autres. Elle avait été la gouvernante de la famille Spencer pendant des décennies. Elle avait connu Diana avant les diadèmes et les titres, lorsqu'elle n'était qu'une jeune fille timide courant dans les couloirs de la maison de son enfance. Violet avait vu Diana grandir, tomber amoureuse et devenir la femme la plus photographiée au monde. Ce qui rendait ces lettres si précieuses, c'était leur authenticité. Elles dataient de l'âge de 15 ans et demi environ. On comprend, quand il a rejoint le palais et qu'il recherchait des incendies pendant le Blitz, que les membres de la famille royale envoient généralement des notes officielles rédigées par leurs assistants. Mais Diana écrivait les siennes elle-même, souvent tard le soir, quand le palais était calme. Son écriture devenait parfois illisible lorsqu'elle était sous le coup de l'émotion. Elle raturait des mots et ajoutait de petites notes en marge. Parfois, elle dessinait même des petits cœurs ou des visages souriants, chose qu'on ne verrait jamais dans les lettres officielles de la famille royale. Le personnel de la maison de vente aux enchères avait été surpris à la réception des lettres. Ils avaient déjà manipulé des objets royaux, mais celles-ci étaient différentes, plus personnelles, d'une valeur qui dépassait leur simple valeur monétaire. Les lettres de Diana à Violet révélaient une facette de sa vie que les caméras n'avaient jamais capturée. Une lettre, en particulier, se démarquait de toutes les autres, celle écrite au prince William. Elle témoignait de l'amour profond que Diana portait à son fils aîné. Elle y décrivait ses nuits paisibles, ses premiers mots, et comment son sourire lui rappelait celui de son père. Elle y partageait ses espoirs et ses inquiétudes, écrivant comme une mère plutôt que comme une princesse. Les experts de la maison de vente aux enchères plaçaient soigneusement chaque lettre dans des pochettes protectrices. Ils savaient que les collectionneurs seraient prêts à débourser des milliers d'euros pour les acquérir. Les historiens royaux les étudieraient, mais ils savaient aussi que ces lettres représentaient bien plus que de simples objets à vendre. C'étaient des fragments d'histoire qui révélaient une autre facette de la princesse. La nouvelle de l'existence de ces lettres se répandit d'abord discrètement. Quelques spécialistes de la famille royale les ont mentionnées dans des articles de presse. Puis, les fans de la famille royale ont commencé à en discuter en ligne. Rapidement, le monde entier s'est intéressé aux écrits de Diana, rédigés des années auparavant. Ces lettres révélaient des aspects de la personnalité de Diana que les biographies officielles avaient négligés. Ses préoccupations maternelles quotidiennes, comme le sommeil et l'alimentation de William. Son sentiment parfois de désarroi dans les vastes palais qui étaient sa demeure. Et le réconfort qu'elle trouvait à écrire à une personne qui la connaissait vraiment. Le jour de la vente aux enchères, la petite maison de vente londonienne était bondée. Des équipes de tournage attendaient à l'extérieur. Des observateurs royaux venus du monde entier étaient prêts à enchérir. Tous convoitaient un fragment de l'univers intime de Diana, un univers resté secret jusqu'à la révélation de ses lettres. Ces lettres secrètes dévoilaient ses pensées les plus intimes. Mais que révèlent-elles d'autres? De jeunes mariés amers. Les lettres que Diana a écrites à Violet Collison racontent une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années. Ils ont immortalisé sa transformation, d'une jeune femme se préparant au mariage le plus grandiose du monde, à une mère dont les enfants étaient devenus son univers. Dans une lettre datée du 8 juillet 1981, quelques semaines seulement avant son mariage à la cathédrale Saint-Paul, Diana écrivait avec un calme surprenant. «
Alors que 750 millions de personnes à travers le monde se préparaient à assister à la cérémonie et que le personnel royal s'affairait dans une panique générale, Diana conservait un ton enjoué et léger dans sa lettre. Elle plaisantait sur le chaos ambiant, mais précisait qu'elle gardait son sang-froid malgré tout. Cette lettre révélait une facette de Diana que le public voyait rarement, son sens de l'humour, même sous pression. Bien qu'elle n'ait que 20 ans et s'apprête à se marier devant des millions de téléspectateurs, elle écrivait comme si elle discutait avec une amie. Au fil du temps, ses lettres devinrent plus sincères. Elle y partageait son amour profond pour ses fils. Il ne s'agissait pas de contes de fées royaux, mais de récits authentiques d'une maternité à la fois chaotique et joyeuse. Elle y évoquait William refusant de manger des légumes et Harry se grattant la varicelle. Ses écrits montraient qu'elle n'était pas qu'une princesse en robe de cérémonie. Elle était une mère très présente. Le personnel du palais remarqua également le changement. Au début, Diana était discrète et réservée, mais la maternité l'a rendue plus forte. Elle faisait souvent passer ses fils avant tout, allant jusqu'à annuler ses engagements royaux s'ils avaient besoin d'elle. À travers ses lettres, la véritable personnalité de Diana, chaleureuse, drôle et dévouée, s'est révélée peu à peu. Les lettres de Diana, écrites entre 1982 et 1989, ont révélé comment la maternité avait modifié ses priorités. Dans ses premières lettres, elle évoquait ses voyages officiels et ses rencontres avec des personnalités importantes. Mais plus tard, ces événements fastueux prirent moins de place dans ses écrits. Elle préféra décrire le premier jour d'école de William et le don d'Harry pour faire rire tout le monde. Ces lettres révélaient aussi une certaine tristesse, la solitude qui peut accompagner la vie royale. Diana y évoquait les longues soirées passées dans les vastes pièces du palais, pendant que le prince Charles était absent pour des obligations royales. Elle décrivait les moments passés assise au chevet de ses enfants, les regardant dormir, trouvant une paix intérieure dans ces instants de calme qu'aucun titre royal ne pouvait lui offrir. En 1989, la lettre de Diana révélait une femme qui avait trouvé sa voie. Elle parlait moins de diadèmes et de banquets et davantage de la simple joie d'être la mère de William et Harry. Dans ses propres mots, écrit tard le soir sur du papier à en-tête du palais, Diana dévoilait que derrière le titre de princesse se cachait une mère dont le plus grand bonheur résidait dans ses deux garçons. La maternité avait transformé Diana d'une princesse timide en une mère épanouie. Mais qu'est-ce qui fait de cette lettre d'anniversaire un témoignage si précieux de sa vie familiale privée? Le mot de remerciement pour son anniversaire. Parmi toutes les lettres écrites par Diana au fil des ans, l'une d'entre elles est particulièrement précieuse. Datée du 21 juin 1989, il ne s'agissait pas d'une lettre ordinaire. C'était un mot de remerciement, rédigé sur papier à en-tête officielle du palais de Kensington, à l'occasion du 7e anniversaire du prince William. La lettre était adressée au sergent George Plum du groupe d'escorte spéciale, qui avait organisé une démonstration de moto surprise pour l'occasion. Le spectacle a ravi William, Harry et leurs amis. Diana a écrit ses remerciements sur du papier à en-tête couleur crème du palais. Son écriture était soignée, mais chaleureuse, loin du ton formel habituel de la royauté. Elle a décrit la joie immense que le spectacle de motos avait procuré aux enfants et à leur mère, ce qui rendait la lettre particulièrement touchante. C'étaient les deux signatures en dessous. William et Harry avaient ajouté leur nom. Celui de William était soigné. Celui de Harry était un gribouillis joyeux. Les enfants royaux signaient rarement les documents officiels, ce qui faisait de ce geste un événement rare et sincère. Les experts y ont vu une manière pour Diana d'inculquer à ses fils la valeur de la gratitude. La fête d'anniversaire elle-même était loin des festivités royales traditionnelles. Diana avait organisé une célébration joyeuse et animée, avec des jeux, des friandises et un gâteau en forme de moto. Les enfants de l'école de William étaient invités, et pas seulement ceux de l'aristocratie. Des photos montrent William en jean et pull, riant avec ses amis. Après la fête, Diana a aidé ses fils à écrire des cartes de remerciement, les guidant patiemment dans leur écriture. J'aimerais peut-être dire que c'est une des choses préférées des membres de la famille royale. Une femme de chambre du palais se souvenait d'ailleurs leur avoir appris que dire merci était important, quelle que soit leur position sociale. Lorsque la lettre adressée au sergent Plum réapparut aux enchères des années plus tard, elle fit sensation. Des experts en écriture confirmèrent son authenticité. Plusieurs collègues du sergent Plum se souvenaient également de ce jour-là. Diana avait préparé le thé pour les motards après la démonstration, et William les avait bombardés de questions sur leur moto. La lettre s'est vendue bien au-delà des estimations.
L'acheteur n'acquérait pas seulement une signature royale, mais un instant figé dans le temps. Un jour où une princesse et ses fils, comme n'importe quelle famille, avaient rédigé ensemble un simple mot de remerciement. Ce mot, empreinte de sincérité, témoignait de la tendresse maternelle de Diana. Mais comment a-t-elle révolutionné le rôle de parent royal? En rompant avec les traditions, Diana a bousculé toutes les règles en matière d'éducation de ses fils. Pendant des siècles, les enfants royaux ont été élevés selon une discipline très stricte. Leur vie était rythmée par des horaires rigides. Ils portaient des tenues de cérémonie et passaient le plus clair de leur temps avec des nourrices et des précepteurs plutôt qu'avec leurs parents. Les parents royaux étaient souvent des figures distantes qui n'apparaissaient que lors d'occasions spéciales, comme les fêtes ou les photos officielles. Diana ne voulait rien de tout cela pour William et Harry. Dès le départ, elle était déterminée à leur offrir une enfance différente. Une enfance remplie de câlins, de rires et d'expériences authentiques. Son ancien garde du corps, Ken Worth, se souvenait du choc ressenti par le personnel du palais lorsque Diana avait annoncé qu'elle emmènerait William et Harry dans des lieux fréquentés par des enfants ordinaires. Ken Worth était devenu un ami proche et un confident fidèle, partageant avec Diana ses moments les plus intimes. Avant Diana, les enfants royaux quittaient rarement le palais, hormis pour des visites officielles soigneusement planifiées. Ken racontait comment Diana se déguisait avec une perruque et des lunettes de soleil pour pouvoir emmener les garçons au cinéma. Elle achetait elle-même les billets et s'asseyait à des places normales, et non dans les espaces VIP. Une fois, elle les a même emmenés voir le film E.T. et leur a acheté du popcorn et des sodas, comme n'importe quelle mère. L'une des ruptures les plus surprenantes de Diana avec la tradition a eu lieu un mardi pluvieux de 1993. Elle a décidé d'emmener William et Harry prendre le métro londonien, le réseau que la plupart des Londoniens empruntaient quotidiennement. Aucun membre de la famille royale n'avait jamais fait cela avec ses enfants auparavant. Diana a acheté elle-même les billets au distributeur automatique et a montré aux garçons comment passer les portillons. Les autres passagers furent stupéfaits de voir la princesse de Galles et ses fils assis sur les mêmes sièges en plastique que tout le monde. Diana tenait à offrir à William et Harry une enfance normale. Elle les emmenait chez McDonald's pour des Happy Meals et les laissait jouer dans l'aire de jeu avec les autres enfants, chose impensable dans le milieu royal. Elle les emmenait aussi dans des centres d'hébergement pour sans-abri et des services hospitaliers. Lorsque William avait seulement 10 ans, elle l'emmenait rencontrer des personnes sans domicile fixe, souhaitant qu'ils découvrent la vie au-delà des murs du palais. Aucun enfant royal avant eux n'avait bénéficié d'une telle ouverture. Diana rompit une fois de plus avec la tradition en inscrivant William dans une école maternelle locale plutôt que de recourir à des cours particuliers. Elle participait même aux événements scolaires, allant jusqu'à remporter une course de mer lors de la journée sportive. Elle manifestait également une affection débordante, serrant ses fils dans ses bras, leur tenant la main et s'agenouillant pour leur parler face à face. Une telle chaleur était rare chez les parents royaux. Certains membres du palais critiquèrent son approche, la jugeant trop moderne. Mais Diana reste ferme, confiant à ses amis qu'elle souhaitait que ses fils comprennent la réalité. Diana a transgressé toutes les règles de l'éducation royale, mais comment son implication dès le premier jour a-t-elle bouleversé le palais et transformé à jamais la monarchie, grâce à une maternité très présente? Lorsque le prince William est né le 21 juin 1982, Diana n'avait que 20 ans. Jeune, nerveuse et peu expérimentée avec les bébés, elle a compensé son manque d'expérience par son amour et sa détermination. Dès le départ, Diana a clairement affirmé qu'elle serait une mère royale différente. Lorsqu'une infirmière a tenté d'emmener le petit William à la nurserie du palais, Diana a refusé. Elle souhaitait que son fils dorme à ses côtés. Ce simple fait choqua la famille royale, habituée depuis longtemps aux nounous et aux chambres d'enfants séparées. Elle choisit également d'allaiter William elle-même, rompant ainsi avec des générations de membres de la famille royale qui avaient recours à des nourrices. Même la reine-mère fut surprise, une telle intimité étant inhabituelle dans les cercles royaux. Diana insista aussi pour choisir le prénom de son fils. Plutôt que de s'en remettre à la tradition et à ses conseillers, elle opta pour William, pour sa sonorité chaleureuse et amicale. Lorsque le prince Charles se rendit en Australie 6 semaines après la naissance de William, Diana l'accompagna avec le petit garçon. Jamais un bébé royal n'avait voyagé aussi loin si jeune, mais Diana affirme qu'elle ne se séparerait jamais de son fils. Au fur et à mesure que William grandissait, Diana resta très présente. Elle changeait ses couches, lui donnait le bain et lui lisait des histoires avant de dormir. Le personnel du palais était stupéfait de voir une mère royale aussi impliquée.
à dix 8 mois. William fit se rentrer en maternelle, une autre première pour un futur roi. Diana l'inscrivit dans une école maternelle du quartier de Notting Hill et l'y emmena elle-même. Elle a même fait la queue pour récupérer les enfants, surprenant les autres parents qui ne s'attendaient pas à voir une princesse se comporter comme une mère ordinaire. À la naissance de Harry, Diana a conservé le même style d'éducation. Elle organisait son emploi du temps royal en fonction de leur routine et renonçait aux événements du soir s'ils empiétaient sur l'heure du coucher du petit garçon. Elle leur a également appris les gestes du quotidien, comme faire leur lit, ranger leur chambre et préparer des repas simples. Et Diana m'a dit, sans que personne ne me présente, « Je ne sais pas si tu t'occupes bien de mes enfants, Kane, parce qu'ils peuvent être de vrais petits diables. » Diana souhaitait qu'ils apprennent à se débrouiller seuls, plutôt que de dépendre uniquement du personnel. Ceux qui travaillaient étroitement avec elle se souviennent de la façon dont elle expédiait ses obligations royales pour passer plus de temps avec ses fils. Les femmes de chambre du palais entendaient souvent des rires résonner dans les couloirs tandis que Diana jouait à chat ou à cache-cache avec William et Harry. Dans un monde plein de règles, de traditions et de protocoles, Diana a choisi l'amour, la présence et la joie quotidienne. Elle n'élevait pas seulement des princes. Elle élevait des enfants qui connaissaient la chaleur de l'amour maternel. De la naissance de William jusqu'à ses derniers jours, Diana a prouvé qu'être une mère présente et attentive était son rôle le plus important. Un rôle qui allait changer à jamais la famille royale. Diana a redéfini la maternité royale par son approche bienveillante. Mais comment a-t-elle protégé ses fils alors que son propre mariage, digne d'un conte de fées, commençait à s'effondrer en divorçant et en faisant de ses fils sa priorité? Au début des années 1990, Diana était confrontée à la plus grande épreuve de sa vie. Son mariage avec le prince Charles battait de l'aile et le monde entier avait les yeux rivés sur elle. Buckingham Palace annonça avec regret que le prince et la princesse de Galles avaient décidé de se séparer. Pour beaucoup, le divorce est une épreuve douloureuse et intime. Pour Diana, il s'est déroulé dans les journaux et sur les écrans de télévision du monde entier. En 1992, lorsque la famille royale annonça officiellement la séparation de Diana et Charles, William avait 10 ans et Harry seulement 8. Les deux garçons étaient assez âgés pour comprendre que quelque chose n'allait pas, mais trop jeunes pour saisir pleinement ce qui se passait. Diana savait que cette période les marquerait à jamais. Durant cette douloureuse épreuve, elle concentra encore davantage son attention sur ses enfants. Elle créa autour de William et Harry ce que ses amis appelaient une bulle de normalité. À l'intérieur du palais de Kensington, elle transforma l'appartement Whit en un véritable foyer familial, loin de l'atmosphère guindée d'une résidence royale. Elle l'emplit des objets préférés des garçons, de jeux vidéo, d'équipements sportifs et même d'une machine à popcorn pour les soirées cinéma. Diana choisit avec soin des écoles qui apporteraient un soutien émotionnel à ses fils durant cette période difficile. Elle opta pour l'école Elgrove pour William, car le directeur était réputé pour sa bienveillance envers les enfants de familles divorcées. Elle visita l'établissement au préalable et s'entretint en privé avec les enseignants, leur demandant de traiter William comme d'habitude et de la prévenir s'il semblait perturbé ou replié sur lui-même. Lorsque Charles admit son infidélité à la télévision nationale en juin 1994, Diana fut anéantie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses fils. Ce soir-là, elle garda la télévision éteinte dans leur chambre et passa la soirée à jouer à des jeux de société avec eux. Le lendemain matin, elle les conduisit à l'école, les protégeant des journaux dont les unes révélaient les aveux de leur père. Lors de sa propre interview à Panorama en novembre 1995, Diana s'assura que William et Harry soient à l'école, les préservant ainsi des conséquences immédiates de l'affaire. Cependant, par la suite, elle s'entretenait individuellement avec chacun de ses fils pour leur expliquer les choses de manière à ce qu'ils puissent les comprendre. Elle ne leur a jamais dit du mal de leur père, même lorsqu'elle souffrait le plus. Le divorce officiel, prononcé en août 1996, a engendré de nouvelles difficultés. Diana a perdu son titre d'Altesse royale, tout en conservant celui de princesse de Galles. La perte de ce titre peut sembler insignifiante, mais elle signifiait que Diana devrait désormais, en théorie, faire la révérence à de nombreuses personnes, y compris, un jour, à ses fils. Une fois le divorce prononcé, Diana s'est investie encore davantage pour assurer la stabilité de William et Harry. Elle a veillé à maintenir une routine stable et à ce que ses fils continuent de voir régulièrement Charles et la reine. Elle s'efforçait de coordonner son emploi du temps avec celui de Charles,
afin qu'un parent soit toujours disponible si les garçons avaient besoin d'elle. Privée de l'équipe de sécurité royale complète dont elle disposait auparavant, Diana a dû faire preuve de plus d'ingéniosité pour offrir à ses fils des expériences normales. Elle les emmenait se promener tôt le matin, quand il y avait moins de monde. Elle s'est liée d'amitié avec des commerçants qui les laissaient entrer par des portes dérobées pour éviter la foule. Dans les lettres écrites durant cette période, la principale préoccupation de Diana était toujours le bien-être de William et Harry. Elle évoquait l'intérêt croissant de William pour son futur rôle et son désir qu'il comprenne la dimension humaine du leadership, au-delà des règles et des protocoles. Elle parlait de la sensibilité de Harry et de son espoir qu'il trouve sa propre voie, distincte de Shell, toute tracée, de son frère. Les amis de Diana ont confié que, durant le divorce, alors qu'elle aurait pu sombrer dans l'amertume ou la colère, elle a au contraire concentré toute son énergie à être la meilleure mère possible. Même dans les moments les plus difficiles, elle gardait le sourire pour William et Harry, ne laissant couler ses larmes que lorsqu'elle était seule. Après s'être retirée de la vie publique, Diana aurait pu choisir une existence paisible. Mais elle a pris une décision courageuse, une décision qui a bouleversé des vies à travers le monde. Qu'est-ce qui la motivait? L'humanitaire et la volonté de laisser un héritage durable. Une fois ses obligations royales abandonnées, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se retire discrètement de la vie publique. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a concentré son énergie sur les personnes et les causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Et cette période de sa vie a révélé ses valeurs les plus profondes. Après s'être retirée de plus de 100 organisations caritatives, Diana n'en a conservé que quelques-unes qui revêtaient une importance personnelle profonde. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Centerpoint pour soutenir les jeunes sans-abri et est restée active auprès de l'hôpital Great Ormond Street, du Royal Marsden, du National AIDS Trust et de la Leprosy Mission. Il ne s'agissait pas de simples liens formels. Elle rendait visite aux patients, écoutait des familles et offrait son temps avec une compassion discrète. Même sans titre royal, Diana a poursuivi sa mission avec cœur et détermination. Elle est devenue un symbole mondial de bonté, prouvant qu'un véritable impact ne nécessite pas de couronne. En coulisses, cependant, sa vie était plus calme et plus vulnérable. Sans la protection royale, elle se sentait souvent exposée et seule, mais ses fils étaient son pilier. Elle organisait ses journées autour de la vie scolaire de William et Harry, rencontrait leurs professeurs et assistait à tous leurs événements. Son rôle de mère a toujours été sa priorité. Parallèlement, Diana a commencé à parler davantage de ses craintes. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant sa sécurité dans des lettres à des amis de confiance. Dans une de ces lettres, elle mentionnait même qu'elle craignait qu'on tente de lui faire du mal. Si le contenu de ces lettres reste sujet à controverse, il donne un aperçu de la pression qu'elle subissait. Malgré tout, elle a persévéré. En janvier 1997, Diana s'est rendue en Angola avec la Croix-Rouge internationale. Là-bas, elle a traversé un champ de mines déminées, portant un casque et un gilet pare-balles. Sa visite a attiré l'attention sur les souffrances causées par les mines, antipersonnelles, et a contribué à porter le problème sur la scène internationale. C'était un geste courageux, se mettre en danger pour que d'autres puissent être en sécurité. Durant ces derniers mois, elle a consacré du temps à préparer William et Harry à leur avenir. Elle souhaitait qu'ils grandissent avec empathie. Elle leur a dit que diriger n'était pas une question de pouvoir, mais de service. Elle était convaincue que leur rôle dans le monde pourrait apporter de l'espoir. Puis vint la nuit du 31 août 1997. Un accident de voiture à Paris a coûté la vie à Diana. Jeudi marque le 20e anniversaire de la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture sous un tunnel parisien. William avait 15 ans, Harry 12. Le monde entier a vu ses fils marcher derrière son cercueil, le visage empreint de chagrin. Mais sa voix continuait de vivre en eux, dans leurs actions, leurs valeurs et l'engagement qu'ils entreprendraient un jour. Les dernières années de Diana n'ont pas été silencieuses. Elles ont été marquées par son cœur, son courage et sa détermination. Son héritage ne se limite pas à un palais. Il se perpétue à travers les personnes qu'elle a aidées et les garçons qu'elle a élevés. Et si l'amour d'une mère pouvait bouleverser les règles de la royauté, Diana l'a-t-elle fait? Si quelques lettres manuscrites peuvent en révéler autant, que cachent encore les portes du palais? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante. Elle vous plaira.